ça risque pas d'être un fardeau plus qu'autre chose, cette préférence européenne ? Ah si, je suis persuadé que c'est un fardeau. C'est-à-dire toute idée qu'il faut faire, alors de la préférence... Dans ce contexte, oui, tout à fait. Cette idée de préférence, c'est le fondement du protectionnisme. C'est-à-dire, et le protectionnisme, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, ça a toujours été un handicap pour un pays. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance, votre émission qui essaie de s'attacher à comprendre l'actualité, la modéliser, vous la restituer de façon la plus objective possible pour que vous puissiez comprendre un monde qui file à 1000 à l'heure, dans lequel les paradigmes sont détruits les uns après les autres, ou bien simplement adapter vos stratégies d'investissement ou de trading en conséquence, en fonction de ce que l'on peut bien essayer de vous expliquer pour aller dégager un peu de rendement, tout simplement, de la sécurité. Pour ce faire, on se base sur un réseau dense d'experts dont fait partie Jean-Marc Daniel. Bonjour, monsieur Daniel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci de m'avoir invité. Vous êtes de plus en plus régulier chez nous et je vous en remercie. C'est toujours très enrichissant de pouvoir compter sur des personnages comme vous pour éclairer nos esprits, surtout à l'heure actuelle. Vous êtes économiste, professeur émérite à l'ESCP, également comédien, puisqu'on peut vous retrouver tous les lundis à 21h sur la scène du Théâtre de Poche à Montparnasse. Bravo, félicitations. Peut-être Merci. que vous pourriez nous en dire un mot à la fin de votre intervention. Jean-Marc Daniel, avec vous donc pour décortiquer l'actualité, évidemment elle est géopolitique. On parle d'embrasement régional, de risques pétroliers, de risques gaziers, de tensions au Moyen-Orient. Et pourtant, en dévoilant un petit peu les coulisses de votre interview hier, je vous ai eu aux alentours de 13h30, après le JT de 13h. Et au JT de 13h, on voit des files interminables aux stations-service. Goldman Sachs prévoit un baril à $100. Pourtant, vous me disiez, à 13h42, que le risque n'était pas inflationniste. Non, je ne pense pas que le risque soit inflationniste. Quand on regarde les crises pétrolières qui ont précédé, effectivement, si vous regardez celle qui est la plus proche de ce que nous vivons, c'est Suez en 1956, puisque le véritable enjeu, ce n'était pas la quantité produite, mais c'était l'acheminement. À l'époque, on fermait le canal et donc on a été dans la situation que l'on est en train de retrouver, c'est-à-dire il faut faire le tour de l'Afrique pour apporter le pétrole depuis le Moyen-Orient. Et donc, la réponse avait été effectivement de l'inflation et des tickets de rationnement. Puis vous avancez dans le temps, vous allez au choc pétrolier de 1973-1979. Là aussi, le prix du pétrole augmente et il y a une réponse par la politique budgétaire et la conséquence est inflation et chômage, stagflation. Puis on va vers 2008-2009, le prix du pétrole augmente, crise financière qui s'associe à ça, et donc on va vers plus d'inflation. L'inflation n'est pas là. D'ailleurs, les banques centrales répondent par le quantitative easing. C'est-à-dire, il y a cette idée que finalement, la hausse d'une matière première, qui est la hausse du prix du pétrole, ne débouche plus systématiquement sur de l'inflation. Et vous avez la crise ukrainienne, on nous avait annoncé aussi une poussée d'inflation. Quand la BCE dit, Madame Lagarde dit, ce sera temporaire, tout le monde éclate de rire, elle est soumise à tout un tas de sarcasmes, et puis 2 ans après, Paul Krugman, le prix Nobel d'économie, dit la seule question qu'on doit se poser, c'est pourquoi il y a des gens qui ont parlé d'inflation. Parce que c'est quoi l'inflation ? C'est la hausse du niveau général des prix et une hausse qui est durable et qui est auto-entretenue. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait derrière une boucle prix-salaire qui fait que les prix montent, les salaires montent, puis les prix montent, puis les salaires montent, etc. Or, on n'est plus dans une situation économique de cette nature. C'est-à-dire il y a des prix qui montent, et puis après, regardez où on est sur l'Ukraine, ça rebaisse. Il y a même des endroits où on parle d'une menace de déflation. Il y avait 0,3% d'augmentation des prix à la fin de l'année dernière en France. Donc je pense qu'on va avoir une poussée des prix sur le pétrole, les autres prix vont pas suivre, et sur le gaz, mais on voit déjà que c'est en train de reculer. Et en outre, cette hausse ne sera pas aussi importante que ce qu'on avait cru, notamment au moment de 2008-2009, où on nous avait annoncé que la tendance allait porter le prix du pétrole à $200 le baril. Or, les grands producteurs de pétrole, maintenant, ils sont plus au Proche-Orient. C'est les Américains et les Canadiens, et puis vous rajoutez à ça les Africains, et vous écoutez ce que dit le gouvernement namibien. Il dit, écoutez, mais s'il y a un problème, nous on vient de mettre en place une production de pétrole, si vous avez un problème, vous pouvez venir le chercher, et on est à portée de l'Europe et des États-Unis sans passer par le détroit d'Ormuz. C'est très clair. En fait, finalement, ce qui pourrait pousser les prix vers le haut, c'est un risque sur l'approvisionnement. Il faudrait peut-être qu'on ait un risque là-dessus, mais si j'ai bien compris, les réserves françaises sont
de l'ordre de 3 mois, si j'ai bien compris, c'est gigantesque. Et effectivement, dans le mix énergétique chez nous, je crois que le Moyen-Orient, c'est à peine 10% de notre pétrole. Exactement. Et vous regardez l'OPEP au moment de la crise des années 70, c'était plus de la moitié de la production. Maintenant, c'est à peine un tiers. Et encore une fois, vous avez tout un tas de pays qui sont rentrés sur le marché pétrolier et qui sont prêts à jouer le jeu. Ce qui fait véritablement augmenter les prix en ce moment, c'est les assurances. Ce qu'on avait déjà vu d'ailleurs en 1956, c'est-à-dire que l'angoisse c'était qu'il y ait des bateaux qui soient coulés, qu'à partir de ce moment-là, les compagnies pétrolières soient confrontées à des pertes très sévères, et donc elles s'assurent pour ça, donc les compagnies d'assurance font monter leurs prix. Les assurances, mais également l'allongement du trajet, comme vous dites, qui passe. Il y a l'allongement du Sud, je crois que c'est 500 000 euros quand même, 500 000 dollars peut-être. Oui, absolument. Mais encore une fois, ça reste contenu, et puis je vous dis, le Namibie dit, écoutez, nous on est là, et puis vous avez, depuis l'Europe, alors évidemment il y a la Chine qui est dans une situation où elle s'approvisionne beaucoup, qui s'approvisionne beaucoup, notamment auprès de l'Iran, mais elle s'approvisionne aussi auprès de la Russie dans des conditions qui sont supposées être méconnues, mais qui sont totalement évidentes. Donc, je ne pense pas qu'on ait un vrai problème à la fois d'approvisionnement et de généralisation ensuite, une fois que les assurances, les prix auront augmenté, il y ait une généralisation sous forme de hausse des prix. Je suis encore sur la ligne de Krugman après la guerre en Ukraine, c'est pourquoi est-ce que vous parlez d'inflation ? C'est ça, ok, très clair. Très clair. Alors, mais si on ne parle pas d'inflation, est-ce qu'on peut parler de risque sur la croissance mondiale ? Alors, le risque sur la croissance mondiale, quand vous regardez là aussi, c'est les chocs pétroliers, ils ont effectivement débouché, ou la crise de 2008-2009 ont débouché sur une récession et une perte de croissance. Mais dans la croissance, vous avez l'aspect, les aléas géopolitiques, et la conjoncture cyclique qui, elle, a sa dynamique propre, et puis vous avez la tendance de long terme. Or, il est sûr que dans cette tendance de long terme, on est en face d'une évolution, en fait, d'une situation où il y a deux éléments qui jouent plutôt en faveur normalement de la croissance de long terme. Alors ce ne sera pas dans les 3 semaines qui viennent. On aura, j'espère, terminé ce conflit avant que ça ne se manifeste, mais c'est quand même le rôle de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle va nous permettre effectivement d'améliorer considérablement l'efficacité de l'appareil productif? Et là aussi, je vais citer de nouveau Krugman. Krugman disant, bien qu'il soit keynésien, vous savez, on fait beaucoup de cas de la demande, la consommation sur la croissance. Il dit non, la croissance à moyen terme, la croissance qui est la croissance durable, la croissance qui correspond véritablement à une amélioration de la situation, elle est liée à des gains de productivité, c'est-à-dire à l'efficacité du travail et du capital. Et l'IA devrait en être une source. Alors l'IA devrait en être une source, et la deuxième source qui est pour moi très importante et qui va contre l'idée là aussi qu'il va y avoir de l'inflation, c'est que la Banque mondiale vient de sortir un rapport sur l'évolution du marché du travail au niveau mondial. Et elle dit que dans les pays émergents, il y a, compte tenu notamment des mécanismes d'exode rural, non seulement il y a la démographie, il y a aussi le fait que l'Inde et une partie de l'Afrique ont entamé un vaste processus d'exode rural. Et donc il va y avoir entre 1,2 milliard et 1,3 milliard d'emplois à créer dans les 10 ans qui viennent pour absorber cette population jeune, de mieux en mieux formée, notamment en Inde, et donc de la mettre dans des systèmes plus productifs qu'elle n'était quand elle était encore à la campagne. Or, ce que dit la Banque mondiale, c'est que jusqu'à présent, les pays qui vont recevoir ce choc ont été capables de ne créer que 70 à 80 millions d'emplois par an. Vous prenez 1,3 milliard sur 10 ans, ça fait 130 millions. Okay. Donc, ce que dit la Banque mondiale, c'est qu'il va y avoir une pression à la baisse sur les salaires colossale. Et donc, on va avoir de la productivité, des salaires qui sont des salaires qui vont avoir tendance à diminuer au niveau mondial. Je ne dis pas qu'en Europe et qu'en France, les salaires vont baisser. Donc ça va faire pression sur les prix. Et surtout, ça va effectivement susciter des réactions dans une capacité effectivement à obtenir des prix de plus en plus bas. Et donc, je crois que le véritable enjeu pour l'économie européenne et l'économie mondiale, c'est plus la déflation que l'inflation. D'accord, soulié. Alors, c'est hyper intéressant ce que vous me dites, parce que des rapports sur l'emploi, des rapports de l'impact de l'IA sur l'emploi, il y en a des tas qui ont été publiés ces dernières semaines et qui ont fait même très peur au marché financier, notamment un qui expliquait qu'à l'horizon 2028, c'est près de 12 ou 13% des cols blancs qui allaient être affectés par la montée en puissance de l'IA. Et pourquoi est-ce que c'est inquiétant selon cette étude ? Parce que les cols blancs sont ceux qui ont le pouvoir d'achat le plus important, et aux États-Unis, dans une économie en cas, ce sont eux qui tirent la croissance. Or,
Vous nous dites tout le contraire, en fait. Oui, je dis tout le contraire, parce que cette vision de l'économie, qui est une vision assez datée, qui est une vision des années 70, c'est une vision dans laquelle, effectivement, pour rejoindre ce que disait Krugman, qui dit vous êtes obsédé par la consommation, alors que le véritable enjeu, c'est la productivité, c'est le pouvoir d'achat. Or, en ce sens, moi, je suis plus proche de Jean-Baptiste Say que de Keynes, c'est-à-dire que je considère que, effectivement, les gains de productivité vont se traduire par des baisses de prix, et ces baisses de prix vont générer du pouvoir d'achat. On sort d'une vision de l'économie qui est reprise dans ce rapport, d'une vision de l'économie où ce qu'on appelait autrefois le Fordisme, c'est-à-dire on fait des gains de productivité, donc on augmente les salaires, en augmentant le salaire, on crée effectivement des débouchés et la demande tire la croissance. Or, le pouvoir d'achat, il augmente soit parce que vous augmentez les salaires, soit parce que vous baissez les prix. Et si vous baissez les prix, en plus, tout le monde en bénéficie. Alors que si vous augmentez les salaires, il y a une partie de la population qui est un peu à la traîne, qui passe à côté. Donc je pense qu'on va vers une hausse du pouvoir d'achat et de la croissance par l'intermédiaire de la déflation et des baisses de prix. En revanche, je pense que les gens qui sont endettés vont être dans une situation extrêmement grave. Tout à l'heure, j'écoutais l'intervention de votre intervenant là sur le DAX et sur Éric Seban. Et j'ai trouvé ça très intéressant et très pertinent, notamment à un moment donné, il a dit on est en train d'oublier que le problème qui est devant nous, c'est la dette. Et je pense qu'effectivement, c'est d'ailleurs ce qui paralyse en plus la capacité de réaction des États en ce moment à l'aléa conjoncturel lié à la crise du Proche-Orient. Au moment de la guerre en Ukraine, on a mis un bouclier tarifaire pour préserver la population française contre les hausses de prix liées notamment effectivement au prix des matières premières. Là, je pense que l'État n'est plus en capacité de faire ça. De toute façon, on a vu que le seul État européen, en tout cas dans ceux qui avait un poids assez important dans la trajectoire économique européenne, c'est l'Allemagne qui se permet justement une relance budgétaire militaire parce que 70% d'endettement... Elle est encore en cette situation et quand vous écoutez les débats, il y a quand même une partie de la classe politique et surtout du monde des économistes qui disent mais méfiez-vous, c'est plus le moment de faire de la dette. La pression déflationniste est telle que c'est plus le moment de s'engager dans des politiques de dette. Mais alors comment... Alors, ok, je garde tout ça de côté. Je vais rester un petit peu sur cette idée de pétrole parce que pareil, au cours de cette préparation de votre intervention hier, vous me disiez également quelque chose d'extrêmement intéressant et puis ça va dans le sens de ce que vous venez de dire actuellement, c'est que finalement le pétrole aujourd'hui n'est pas assez cher et que même peut-être demain il ne le sera encore moins. Donc par rapport des choses, quelle serait cette incidence-là? Pourquoi vous pouvez dire, alors que les Français se battent pour avoir un peu de pouvoir d'achat, que le pétrole n'est pas assez cher? Je pense que le pétrole n'est pas assez cher parce que le pétrole, c'est aussi quand même un hydrocarbure, c'est du gaz carbonique, c'est du réchauffement climatique potentiel. Et donc, quand on regarde le pouvoir d'achat pétrolier, c'est dire que vous avez des indicateurs qui consistent à dire combien, avec une heure de SMIC, on peut faire de kilomètres. Mais sans aller jusque-là, parce que ces indicateurs qui consistent à dire combien, avec une heure de SMIC, on peut faire de kilomètres. En plateau, là, Émilie. Voilà, et donc, je regarde avec une heure de SMIC combien je peux acheter de litres d'essence. Donc, je reviens à 1956, avant la crise de Suez, juste avant, le prix du pétrole a un peu augmenté, mais avant la crise de Suez, avant les tickets de rationnement, on pouvait acheter 1,7 litre d'essence. Okay. En 1970, juste avant la crise pétrolière, on pouvait acheter 3 litres. Maintenant, avec une heure de SMIC, vous pouvez acheter 6 litres et demi. Donc, vous avez une augmentation colossale du pouvoir d'achat pétrolier sans tenir compte de l'efficacité des moteurs. Or, je pense qu'effectivement, il y a un enjeu qui est quand même d'inciter la population à moins utiliser ces produits dont on peut considérer qu'ils sont nocifs d'une certaine façon. Et donc, un des enjeux, c'est d'habituer la population à avoir une augmentation du prix du pétrole. C'est pour ça que des crises comme ça qui vont augmenter, c'est plutôt bienvenu. C'est plutôt bienvenu. Le véritable enjeu, c'est de faire en sorte que là, en ce moment, ceux qui bénéficient de la hausse du prix du pétrole, c'est les pays, comme dont je parlais de la Namibie ou l'Arabie Saoudite, exportateurs de pétrole. D'une certaine façon, les compagnies d'assurance. Et puis, si on maintient, malgré la fin de la crise, si on maintient un prix élevé, ce sera les États qui pourront bénéficier. Et donc, je pense qu'il y a l'idée qui avait été mise dans les années 2000, quand M. Fabius était ministre de l'économie, de faire un prix du pétrole qui montait progressivement et avec un lissage de ce prix en fonction de la conjoncture. C'est les périodes où le prix augmentait très vite, de par le répercuter immédiatement à la pompe, mais les périodes où le prix du pétrole avait tendance à baisser, de continuer à conserver des prix à la pompe élevés pour permettre
aux États de récupérer, de se financer. Ok. Donc en fait, ça a du sens. Donc ce que vous me dites, in fine, si je comprends bien, enfin in fine non, mais en tout cas ce que vous dites, c'est que un pétrole cher, ça finance la transition écologique finalement. Ça peut financer la transition écologique. Et donc, il y a une forme d'opportunité, même s'il ne faut pas être cynique en disant c'est une bonne nouvelle la guerre. Non, je ne dis pas ça. Mais il y a une forme d'opportunité où on prépare la population à cette idée que finalement, il va falloir payer son essence plus cher, malgré une démagogie ambiante où tous les partis politiques, notamment en France, parce qu'aux États-Unis aussi, d'ailleurs, c'est le cas, disent l'essence est trop chère. Totalement. D'ailleurs, on lit ça dans tous les bons journaux. Oui, absolument. L'essence est trop chère. Les Français ont un problème de pouvoir d'achat, notamment sur l'essence, etc. Alors qu'en fait, non. Mais par la force des choses, une hausse de ce prix-là, ça bénéficierait, comme vous l'avez dit, aux pays exportateurs, pas aux pays importateurs. Non, parce que les pays exportateurs, ils sont en concurrence. Le véritable enjeu, c'est la différence entre le prix qui est à la pompe au consommateur final et le prix qui est payé au producteur initial. Et donc, j'en reviens à ce qui avait été décidé dans les années 2000, à l'époque de lycée, c'est-à-dire de profiter des périodes où le prix du pétrole est bas pour permettre aux États européens de récupérer une partie de la rente, de la rente pétrolière. Et puis, effectivement, dans les périodes où, au contraire, pour des raisons comme la guerre qu'il y a en ce moment, ou pour des raisons comme ce qui s'était passé en 2008, donc une espèce de capacité de l'OPEP à se reconstituer, notamment à travers l'OPEP+. Donc à partir de ce moment-là, d'éviter qu'il y ait une sorte d'à-coup brutal sur la vie quotidienne de la population. Exactement, sur le pouvoir d'achat des ménages français notamment. On va parler un peu Banque centrale maintenant, parce que finalement, donc on comprend. Ce matin, je lisais encore quelque chose. Alors c'était Le Monde qui interviewait la présidente du Fonds monétaire international, qui disait alors, tout se jouera sur la durée. De toute façon, c'est la durée de cette guerre qui déterminera les chocs potentiels. Mais en tout cas, elle commençait à se préparer potentiellement à un choc, économique. D'autres parlent de choc énergétique. Résultat, par la force des choses, la stratégie d'une banque centrale face à ces deux chocs différents ne sera pas la même. Quel arbitrage BCE et Fed doivent éventuellement commencer à faire dès maintenant? Je crois qu'il ne faut pas se donner trop d'illusions sur les capacités des banques centrales. Moi, il y a deux choses qui me frappent dans l'actualité des 10 dernières années. C'est le fait qu'on a fait du quantitative easing et on a considérablement augmenté la masse monétaire, alors qu'on avait accusé Alan Greenspan, dont on fête demain les 100 ans. Il est né le 6 mars 1926. Donc, on a accusé abondamment Alan Greenspan d'avoir été beaucoup trop favorable, d'avoir laissé filer effectivement les taux d'intérêt à des niveaux trop bas et d'être à l'origine de la crise financière. Et la réponse à la crise financière, ça a été de baisser encore les taux d'intérêt, avec un résultat, c'est que ça n'a pas résolu les problèmes. Donc il y a un chiffre qui est très intéressant, c'est que si vous reprenez les théories de Friedman et des monétaristes, normalement vous devriez avoir une masse monétaire égale au PIB, à peu près, parce que c'est le niveau qui avait été atteint au moment des années 90. Alors maintenant, la masse monétaire mondiale, c'est 140%, c'est 1,4 fois le PIB, c'est 140% du PIB. Donc vous avez eu une augmentation considérable de la masse monétaire qui ne s'est traduite ni par de l'inflation, ni par de la croissance. Et donc les banques centrales ont généré des bulles et ont généré en fait des hausses du prix de l'immobilier, des hausses de la bourse, des hausses du bitcoin dont on parlait tout à l'heure, des hausses. Bon, donc il y a eu des hausses des actifs et des produits spéculatifs. Et il n'y a pas eu d'impact réel sur l'économie réelle, c'est l'économie que nous vivons au quotidien. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, au moment où la Banque centrale a dit, je reviens sur ce que disait quand Madame Lagarde disait c'est temporaire, elle avait tout à fait raison. Et donc à partir de ce moment-là, une politique monétaire doit se construire quand même sur le moyen terme et pas uniquement sur des constats immédiats. Donc je pense que les banques centrales, elles ont intérêt à deux choses. La première chose, c'est à réaffirmer leur indépendance, qu'on n'ait pas l'impression qu'elles passent leur temps à courir après le pouvoir politique, à le flatter et tout ça. Et la deuxième chose, c'est à réaffirmer là aussi le rôle qu'elles pourront jouer au moment où le problème dans le problème de la dette. Parce que je pense que le problème de la dette va être... Et donc, quelles sont les quantités de dette publique qu'elles sont prêtes à absorber, quelles sont les exigences qu'elles vont mettre en avant au moment où il faudra effectivement engager des politiques d'austérité. Donc, véritablement, je crois qu'au lieu de répondre de façon immédiate, spectaculaire, de dire, bon, écoutez, c'est temporaire, on revient à la sagesse de Madame Lagarde au moment du début de la guerre et on ne bouge pas. Oui. On ne bouge pas, alors même que en Europe, si on se focalise sur l'Europe, la croissance a surpris un peu à la hausse, mais ça reste à piétine quand même. Le chômage, pareil, a baissé légèrement, mais il reste à 6,2, je crois, quand il était à 6,3 avant. La productivité stagne. Il y a quand même peut-être
un levier à actionner du côté de la Banque centrale européenne actuellement. Oui, il cherchait des solutions, mais je ne pense pas que ce soit la Banque centrale qui détienne le levier. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Encore une fois, elle peut baisser les taux d'intérêt. C'est pas ça qui va améliorer la productivité. Je crois que le véritable enjeu pour l'Europe, là aussi, il est double. D'abord, il y a un problème de sa démographie, c'est-à-dire que l'Europe doit s'apprêter à gérer son vieillissement, ce choc démographique négatif. Et deuxièmement, c'est la nature des investissements, c'est-à-dire si on veut de la productivité, il faut des investissements. Alors investissement en capital et investissement humain. L'Europe doit s'interroger sur l'éducatif qui est en train de partir à volo. Elle doit s'interroger également sur les raisons pour lesquelles l'investissement n'arrive pas à se développer et pourquoi elle a pris un tel retard en termes d'investissement par rapport dans les nouvelles technologies, par rapport aux États-Unis et à certains pays asiatiques. Stéphane Séjourné a posé sur la table hier des propositions pour renforcer la préférence européenne qui viserait donc à ce que les entreprises favorisent les entreprises européennes dans la production, dans leur production. Ceci étant, ça va faire exploser les coûts. Le coût du travail est très élevé en Europe comparé à ce qui se fait notamment en Asie. N'oublions pas Trump, sa guerre commerciale, on l'a mise de côté pendant ces derniers temps, mais en fait, en réalité, on l'a appris aujourd'hui, c'est les droits de douane vont passer de 10 à 15% cette semaine, pendant 150 jours, le temps que l'administration américaine back vraiment très fort tout ça. Résultat, ça risque pas d'être un fardeau plus qu'autre chose, cette préférence européenne? Ah si, je suis persuadé que c'est un fardeau, c'est-à-dire toute idée qu'il faut faire alors de la préférence. Dans ce contexte. Oui, tout à fait. Cette idée de préférence, c'est le fondement du protectionnisme. C'est-à-dire, et le protectionnisme, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, ça a toujours été un handicap pour un pays. Et donc, ce qui est important, c'est encore une fois, je reviens sur la Banque mondiale, vous avez 1,3 milliard de personnes qu'il va falloir mettre au travail. Et donc, il faut les mettre au travail dans des usines. Il faut être propriétaire de ces usines. Mon obsession partout où je passe, et j'avais déjà, je crois, eu l'occasion de le dire ici sur ce plateau, c'est d'aller investir à Mumbai. C'est-à-dire, nous avons de l'épargne, il faut que cette épargne soit utilisée au mieux. Ça suppose effectivement qu'on se concentre en Europe sur des endroits extrêmement productifs et très porteurs d'avenir avec, c'est le schéma de Serge Tchuruk. Il faut avoir les labos, il faut avoir les universités, il faut avoir l'endroit où on fait de la matière grise, et puis il faut aller chercher la main-d'œuvre qui est la main-d'œuvre en pleine jeunesse et en pleine expansion. Dans les pays où elle est. Mais quand vous dites elle a cherché, c'est-à-dire la faire venir Non. Juste nous, c'est des entreprises, on pourrait imaginer des centres de production. Oui. Vous regardez, il y a de plus en plus d'entreprises. Quand vous regardez, par exemple, les pays émergents, vous apercevez qu'ils construisent de plus en plus leur croissance sur les capitaux arrivés d'Europe, du Japon et accessoirement des États-Unis. Et donc, les pays qui sont en forte croissance en ce moment, les 4 pays qui sont annoncés par le FMI, là, comme devant avoir une croissance supérieure à 6% cette année, c'est l'Inde, l'Indonésie, la Côte d'Ivoire et le Vietnam. C'est donc là qu'il faut aller. Mais c'est pas la chasse gardée de la Chine, ça? Alors, justement, la Chine a commencé. Donc, on n'arrête pas de dire la Chine. Il faut regarder le modèle chinois dans son entièreté. Et écoutez, la Chine, c'est aussi une maison de retraite, entre guillemets. C'est un pays qui vieillit très, très vite. Et donc, il y en a conscience. Les dirigeants chinois sont en train effectivement, à travers la route de la soie et de tout un tas de dispositifs, d'aller chercher de la jeunesse. Exactement. La Chine, qui cette nuit a communiqué sur son objectif de croissance pour l'exercice 2026, qui devrait être compris la hausse du PIB entre 4,5% et 5%, une inflation qui devrait être limite haute à 2%, on comprend bien que c'est un plafond et que ce sera en dessous. Ça y est, la Chine a pris conscience de ses faiblesses. Mais la Chine est en train de découvrir effectivement que la phase de rattrapage est derrière elle. Donc, c'est une économie en mutation. Hein. C'est une économie où il y a effectivement un haut niveau technologique, mais elle découvre qu'elle a encore un exode rural important à gérer. Elle a encore une partie de sa population qui est en situation de pauvreté relative. C'est pas un pays qui a totalement assuré son développement. Elle est en train de découvrir que avoir tout axé sur l'exportation, c'était dangereux parce que c'est au détriment de sa croissance intérieure. Et puis elle est en train de découvrir effectivement que comme elle vieillit, il va falloir adapter la réalité. Elle a construit des villes où personne ne veut venir parce que les gens n'ont pas envie de s'installer non plus. L'exode rural ne se porte plus sur ces villes-là et les personnes âgées n'ont pas envie d'aller dans le type de villes qui sont construites. Du coup, par la force des choses, est-ce qu'on peut dire que l'hypercroissance administrée chinoise, c'est une ère qui est derrière nous et que peut-être les autorités chinoises vont peut-être un peu assouplir leur
leur mainmise, leur emprise sur l'économie locale? Oui, je pense qu'elle va être obligée effectivement d'aller vers davantage de libéralisation avec le fait que libérer l'économie, à la fin des fins, ça finit par libérer le politique. Et je pense que les dirigeants chinois ne veulent pas trop libérer le politique. Ils vont se heurter à cette contradiction entre le libéralisme économique et le libéralisme politique, enfin la nécessité d'associer les deux. Et la deuxième chose, je crois qu'ils sont en train de découvrir, parce qu'ils avaient mis en avant à plusieurs reprises, comme modèle la Corée et le Japon, ils sont en train de découvrir que, effectivement, la Corée, le Japon, l'Allemagne aussi, à une certaine époque, avaient assuré la croissance économique sur le débouché américain. Et donc, avec des taux de change d'ailleurs qui étaient assez favorables, hein, et puis après, de déverser leurs produits sur les États-Unis. Or, ce qu'ils sont en train de découvrir, c'est que non seulement les États-Unis se replient sur eux-mêmes au travers du protectionnisme, mais en plus, les États-Unis sont en train de chercher d'autres fournisseurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Chinois, les exportations chinoises en 2025, excédent commercial de dingue, mais surtout s'orienter vers l'Asie. Exactement, ils sont en train de se redéployer et donc le véritable redéploiement ultime, ce sera vers leur population, mais en comprenant les attentes et les exigences de cette population. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jean-Marc Daniel, d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc économiste, professeur émérite à l'ESCP, également sur les planches, puisque tous les lundis soirs à 21h, sur la scène du Théâtre de Poche à Montparnasse, j'ai la fiche sous les yeux. Jean-Marc Daniel, chapitre 2, la dette en vedette, tous les lundis à 21h. La dette que la déflation va rendre particulièrement problématique. Exactement. Alors, est-ce que c'est quand même accessible à tout le monde? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis je m'efforce de faire une chose, c'est que je n'arrête pas de dire que une des grandes caractéristiques de l'économie, c'est qu'elle a été portée par des Tchèques et des Anglais. Alors les Tchèques, on le sait moins, puisque c'est surtout des Américains qui sont d'origine tchèque qui ont eu le prix Nobel d'économie. Et dans l'histoire de l'humanité, les deux peuples qui ont la réputation d'avoir le sens de l'humour sont les Tchèques et les Anglais. Donc je m'associe à ça. Donc vous vous associez à ça. Eh bien écoutez, merci beaucoup je vous en prie d'avoir été avec nous ce matin. Nous on va s'arrêter là. Écoutez, on se retrouve demain. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet tvfmedia.fr ou sur notre chaîne YouTube TV Finance. Et pour ma part, écoutez, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain à 8h55. Je vous souhaite une excellente journée sur TV.